Salut à tous. Bienvenue au quartier général d'APT 42. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine ensoleillée parce que c'est le retour du soleil cette semaine et ça fait du bien. J'espère que vous êtes d'attaque pour une petite session de hacking. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathieu, je suis étudiant à l'école 42 et j'anime cette série pour APT 42, l'association de cybersécurité de 42 Paris. On se retrouve aujourd'hui et comme chaque mercredi soir pour un nouvel épisode de la série Road to SCP. Et aujourd'hui on va s'attaquer à une box Windows classée facile qui s'appelle Bastion. Alors Bastion, j'ai envoyé un petit message cette semaine sur Discord pour vous dire que vous pouviez tenter de la faire cette box. Parce que en fait en ce moment il y a un pool de... il y a un pool de 5 à 6 machines easy qui sont accessibles gratuitement pour tout le monde du moment que vous êtes inscrit sur HTB. Donc en fait, c'est l'occasion de la tester. Alors soit certains l'ont peut-être testé en amont, peut-être certains auront envie de la tester après. En tout cas, en ce moment, elle est accessible et depuis 2 semaines, je crois, 1 ou 2 semaines. Donc n'hésitez pas à essayer de la faire. Pour tous ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube APT42. Là, je crois qu'on a un tout petit peu de retard sur 2 épisodes, mais ils sont en train d'être montés, puis ils arrivent. On va uploader les 2 derniers épisodes. Ça avait un peu cafouillé au niveau de nos streams il y a quelques semaines, donc c'est pour ça on avait pris un petit peu de retard aussi sur la chaîne YouTube, mais là normalement ça reprend à la normale. Qu'est-ce que je voulais vous dire, la semaine prochaine il y aura encore un stream, et ce que je ferai c'est qu'après on fera une pause jusqu'en septembre pour les vacances. Je pense aussi qu'on aura de moins en moins de monde pendant les vacances là, fin juillet et puis courant d'août. Et puis moi ça me permettra de vous préparer des petits trucs pour la rentrée, de pouvoir faire une pause sur les streams le mercredi et de me concentrer sur des petits trucs en plus. Donc la semaine prochaine on refera une box mercredi prochain, pas de souci. Et ensuite on se reverra, je renverrai une petite communication bien sûr sur les Discord, les Slack, etc. Mais sinon on se reverra première semaine de septembre. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Je suis justement en train de regarder là. On a les habitués, hein. Salut Saint-Ange, salut Super Gunther. Bonsoir à tous les deux. Installez-vous. Hello les amis, enfin, on est mercredi, j'attends avec ça avec impatience, super. Je suis content que ça te plaise, c'est cool. Et puis bien sûr, si tu as des suggestions, des améliorations, des critiques éventuelles, n'hésite pas à nous les envoyer ou à nous le faire savoir. On essaie toujours d'améliorer le stream si on peut. On va se retrouver, hein. Je vous propose qu'on se retrouve directement sur l'environnement Kali Linux et puis qu'on commence la box. Comme d'habitude, je vous ai préparé l'environnement. On est déjà connecté en fait au VPN de Hack the Box. J'ai créé les petits dossiers, hein, Bastion. On a le Cherry Tree qui est ouvert ici avec notre petit Bastion. On a déjà notre adresse IP cible qui a été donnée. N'oublie pas de parler. Oui, à Mathilde du. Ouais, bien sûr. Le truc, c'est que elle est en vacances pour l'instant, donc mais t'inquiète pas, c'est dans les tuyaux, ouais. Parce que moi, je pense que j'ai pas la possibilité de le faire de toute façon parce que j'ai pas la main dessus. Mais elle le fera. Dès qu'elle pourra. Je crois que là elle est en vacances avec très peu d'accès à internet, donc c'est pour ça que pour l'instant je l'embête pas avec ça, voilà quoi, mais dès son retour on va essayer de faire ça. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur le Discord pendant qu'on est en train de discuter, en fait, suite aux 2 sessions qu'on a fait donc avec Gelusha sur de l'OSINT, suite aux 2 ateliers, en fait, ça a entre guillemets suscité des vocations, et donc on a du monde qui est en train de s'organiser là pour monter une petite team d'OSINT. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a un petit form à remplir sur le Discord.
pour voir un petit peu qui est chaud, quel dispo, quel rythme, quel type de quel but peut avoir l'équipe. Est-ce qu'on veut faire du CTF par exemple payant ou pas? Est-ce qu'on veut faire que de l'OSINT? Enfin voilà. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Si éventuellement le CTF OSINT qu'on avait proposé vous avez bien plu, ou si vous avez participé aux ateliers de Gelusha et que ça vous a chauffé, n'hésitez pas à contacter. Alors je sais plus qui c'est exactement, c'est quoi son pseudo, attendez, je vais aller le voir de suite. Ozint. Ok, c'est Camio. Camio, soit vous pouvez le contacter directement, soit dans le channel Ozint, et il y a un form pour participer à l'équipe. Ok. Ok, donc on y va. On a notre adresse IP, on va lancer notre premier scan. Comme la semaine dernière, en fait, je vais le lancer avec Autoricon. Alors, Autoricon, ouais, comme ça. Mon adresse IP cible, et normalement, je crois qu'il me suffit que de ça. Ouais, c'est ça. Très simple. Donc lui, je le répète, hein, donc il y a plein de scripts disponibles qui vont vous run un certain nombre de scan and map. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va il va faire donc un scan and map très rapide pour une découverte des ports de la machine cible très rapidement. Puis en fait, en parallèle, il nous fait un full scan, donc avec où là, il va scanner tous les ports de la machine. Ensuite, il nous fait un port, enfin un scan UDP, mais en fait avec les top 20 ports qui sont utilisés en UDP. Et donc ensuite, selon les résultats de ce qu'il va avoir, il va lancer ensuite un certain nombre d'autres outils, et notamment SSL Scan. Oui, si, c'est ça, SSL Scan. Il va scanner ensuite plus particulièrement certains ports. Il va lancer, vous voyez par exemple, Enum for Linux sur le port 139. J'ai vu qu'il y avait un port 445, donc je suppose qu'il va le lancer en Enum for Linux. Je le vois pas là, mais il doit être dans le coin. Enfin voilà. Donc là, il va lancer un certain nombre d'outils supplémentaires. Et il va nous stocker du coup tous ces résultats sous résulte, notre adresse IP, l'adresse IP. Alors là, il nous met ça dans résulte plus l'adresse IP, parce qu'en fait, là, vous pouvez lui donner plusieurs IP. Et donc à ce moment-là, dans résulte, il va vous créer autant de dossiers que d'adresses IP que vous ciblez. Donc là, c'est la nôtre. Et à l'intérieur, donc là, on a déjà, je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière, mais je le répète un petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu. Il nous génère en fait tout de suite une arborescence en fait qui va nous permettre de classer un petit peu tout ce qu'on a, donc avec des scans, report, les loots, c'est tout ce qu'on va choper sur la bécane cible, et les différents exploits. En fait, on pourrait les ranger là, les exploits qu'on va faire sur la machine. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un web. Alors moi, c'est un alias. Je fais un web on. En fait, ce que ça me fait, c'est que ça me lance un serveur, HTTP avec une petite commande Python, et ensuite ça me lance en fait Firefox. Ce qui me permet en fait d'aller piocher mes scans directement comme ça dans le navigateur. Je trouve que c'est assez visuel, et ça me permet, vous voyez par exemple, déjà d'en ouvrir plusieurs et tout, sans avoir à me casser la tête avec les fenêtres ici. Et puis je trouve ça plus simple en fait de les avoir dans des onglets. Donc là typiquement, si on va checker le quick TCP, vous voyez, on a notre rendu Nmap qui est stocké ici. Donc l'avantage, c'est que là, vous avez tous vos rendus. Et puis au niveau de la navigation, typiquement, si vous avez plusieurs bécanes, alors là, je l'ai mis directement dans la bécane, mon serveur HTTP. Mais en fait, si vous le mettez dans Result, bah, du coup, vous avez accès à tous les scans de toutes les bécanes que vous êtes en train de tester. Donc c'est plutôt intéressant. Ça veut dire quoi? Scan cannot be run against TCP port scripting. Eh bien, bonne question. On va regarder. Alors, où est-ce que tu as vu ça? Ici, là. Hein. Ok, en fait, ça, c'est
Ça, c'est simplement en fait les erreurs que lui renvoient les logiciels qui est en train de tester. C'est-à-dire que, en gros, là, tu vois, il a fait un quick scan ici. Son quick scan, en fait, on a le résultat qui est ici. Donc, on a un port 22, 135, 139 et 445. Ok. À partir de ces ports-là, il a lancé un certain nombre de choses. Et notamment, par exemple, ici, tu vois le Enum for Linux sur le port 445. Sauf que ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'arrive pas. Alors, soit il y a déjà un scan qui est déjà lancé, et donc c'est pour ça il le skip. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, là il est en train de skip. Là il est en train de skip 2 fois, tu vois, par exemple. C'est juste ça c'est des messages d'erreur. Mais de toute façon, nous, si on retrouve pas les différents scans dans nos résultats, en fait, on les lancera à la main après. Parce que, en fait, en gros, lui, il nous facilite la tâche en lançant des scans que nous, on aurait lancés à la main. Tiens, tu vois, là, il a découvert d'autres ports. Mais quoi qu'il arrive, ça n'empêche pas que notre méthodologie, elle va toujours être la même. Notre méthodologie, elle va toujours être de prendre chacun des ports, chacun des services, et de le tester. Et donc, en fait, simplement, dès que je vais arriver au port 445 et que je vais vouloir le tester, je vais, du coup, là, il va m'avoir avancé, il va m'avoir lancé le Enum for Linux, et si je le trouve pas, moi, je vais le lancer à la main. Voilà. C'est juste là, il nous pré-mâche le travail. Donc là, il nous ressort des messages d'erreur parce qu'en fait, NBT Scan lui a dit que, a priori, il y avait un problème sur le port 139. Qu'il ne pouvait pas le run dessus. Et que là, il ne pouvait pas le run sur le port 445. NBT Scan, pour le coup, je ne le connais pas. Faut que j'aille voir ce tool. Mais voilà, donc ça en fait c'est simplement un petit message d'erreur. Mais quoi qu'il arrive, en fait, c'est juste que là il est en train de nous avancer dans ce qu'on normalement on ferait à la main. Mais quand on va arriver nous à ces différents ports, si on n'a pas le report ici, tu vois, parce que là on a tous les reports, bah, typiquement là on a un truc en HTTP. Si moi quand j'arrive à ce port là, je regarde là et que j'ai pas, bah tiens tu vois il y est pas, je vois qu'il n'y a pas de résultat de Feroxbuster, et ben moi je vais le lancer moi-même en fait, tout simplement. Voilà. Du coup on va s'intéresser à ce scan là en premier et puis ensuite on va regarder le full et on va noter directement les choses. Donc là on a SSH sur le port 22 et on a directement la version. Donc on va le noter dans service. Donc nous on est sur du bon, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Ouais, je vais peut-être juste enlever ça. Tac. Voilà. Donc nous on a notre version ici. C'est OpenSSH pour Windows 7.9. Donc, ce qu'on peut faire peut-être, c'est directement essayer un search exploit. Ici, donc on a dit Open SSH. Il va en trouver pas mal. On va essayer en 7.9. Alors après, c'est la version de Windows 7.9. Ou alors, sinon, on tape. Donc, avec OpenSSH 7.9, il trouve rien. On va essayer avec Windows. Ok, il trouve rien là-dessus. C'est pas grave, comme d'habitude, je prends un petit screenshot quand même. Juste histoire de dire qu'on a cherché, on n'a pas trouvé. Je vais le mettre un tout petit peu plus bas. Voilà. Ok, donc là, ici, pas de rien d'apparent. Ça, c'est du classique. Donc ensuite, on va prendre tous les autres ports ici. Clac, en un coup. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est pareil, on va dégager un peu ça. Boum, boum. On va essayer d'aligner. Espèce de vieux maniaque que je suis. Voilà. Et voilà. Enfin, maniaque. Hop, ok. Donc là, port 135, MSRPC. Pas de version particulière, en fait, simplement un service Windows RPC
qui tournent. Les ports 139 et 445. Donc les ports 139 et 445, vous connaissez, vous commencez à connaître en fait. Hein, c'est souvent un service Samba, SMB. Pas forcément Samba, mais SMB. Je savais pas qu'il y avait une norme pour les fichiers Cherry Tree. Non, ouais. Non, bah, laisse tomber, mais ça c'est juste parce que ça c'est juste ma maniaquerie en fait. Moi, tu verrais sur Joplin, tout est aligné, ordonné, et j'aime bien quand tout est bien rangé en fait. Pas forcément, tu vois, dans mon salon. Hein. Si tu viens à la maison, c'est pas forcément rangé. Mais quand je prends des notes là comme ça pour une box, je sais pas, faut que les trucs, faut que les trucs ils soient alignés quoi. Donc ouais, c'est de la petite maniaquerie quoi. Donc là, on n'a pas de version particulière, ici non plus. Ok. On continue à regarder un petit peu ici. Ce qu'il nous dit, c'est que a priori, il a fait quelques checks ici sur du. Donc, il a fait un SMB Discovery et a priori, on a bien un SMB hein, parce que là, il arrive à nous retrouver NetBIOS Computer Name Bastion, donc ça correspond bien au nom de notre box avec un workgroup, ok. Account used guest, donc a priori on pourrait se connecter en guest. Authentification user, ok. Donc là, a priori, alors je sais pas d'ailleurs ce qui a merdé tout à l'heure. Tu disais ici on a vu des messages d'erreur. Typiquement je sais pas si ça a merdé ici, mais en tout cas Nmap lui nous dit qu'il a réussi à faire un petit test et qu'on peut se connecter en SMB en guest. Ok, donc on essaiera tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder du coup le full map TCP. Alors attendez, je vais juste refresh ici. Ouais. Donc le full map, full port, qu'est-ce qui nous sort? Sur le port 22, rien de plus. 135, 139, 445, ok, rien ne change. Par contre, lui, il a découvert des ports supplémentaires. Donc ces ports supplémentaires, on va les prendre, on va les noter. Donc là, on a encore une belle liste de ports RPC. Ça, c'est de la classique hein, c'est du classico-classique sur Windows. Donc là encore, clac. Ça, on va le dégager. Donc a priori, donc là, on est sur un service HTTP, donc un site web. Ici aussi, on aurait du web sur le 4701. Tac. Et ensuite, on a les RPC. On n'a pas de version particulière ni rien, donc voilà. Hop. Je dégage ces trucs-là. Bon, en vrai, on s'en fout. Ce sera pas lié. Ok, donc ça, c'est bon. Aggressive OS Guess. Donc là, il nous donne une information qui peut être importante. Et d'ailleurs, je vais la noter. Aussi. C'est quelle est la version de l'OS. La version de l'OS c'est important parce que si à un moment donné on a besoin de run un exploit contre la cible, ça va nous permettre en fait de cibler au mieux en fait l'exploit qu'on va préparer. Ok. On continue. Est-ce qu'il nous dit des trucs en plus ici? A priori non, c'est exactement la même chose. Hein. Il a fait un petit test sur le SMB. Ok. On va essayer de regarder s'il y a d'autres scans. Donc, ah oui, alors, en fait, ce qu'il fait Autoricon, là, c'est qu'il vous fait un manual command. C'est-à-dire que, en gros, tout ça, c'est une liste de commandes que vous pouvez run vous-même, et que lui ne run pas en automatique. Donc typiquement, vous voyez, il a détecté, donc il nous dit sur le SSH, on va les regarder, on va pas les run hein, spécialement, mais on va regarder ce qu'il nous propose. SSH, port 22, il nous dit, bah tiens, un port SSH, éventuellement tu peux essayer de brute force. Et il y a deux grands logiciels qui sont très connus pour faire du brute force sur le SSH. Ça va être Hydra et Medusa. Ok.
et il nous donne directement en fait la commande qu'on peut taper. Donc hydra-l avec des usernames, -p avec une liste de password sur le port 22, etc., etc., etc. Et puis tu vas le stocker et tout. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, pour tous les RPC clients, il nous dit bah vas-y, essaye de t'y connecter en mode RPC client-p avec le port. Donc il nous dit bah t'essayes sur le 135, mais t'essayes aussi genre sur tout cela. Attendez, c'est où? Genre sur tous les autres, il va nous le dire. Là, ouais. Tac, sur tous ces ports RPC, il nous dit essaye de te connecter en RPC client. Donc c'est plutôt pas mal. Donc par exemple, ça on pourra le run. Vous voyez, juste du coup. Avec ça, juste à faire un petit copier-coller et je run RPC Client sur ce port-là. En l'occurrence, ça donne absolument rien. On va le cut. Mais voilà, il nous donne un certain nombre de choses à faire. Sur le port SMB, donc là, il nous dit, bah tiens, moi sur SMB, il y a 3 types de vulnérabilités que tu pourrais tester. Ok. D'ailleurs, on pourrait les tester vite fait. Donc là en fait c'est simplement il nous dit bah tiens quand il y a du SMB ce que tu peux faire c'est il y a 3 types de vulnérabilités et en fait dans Nmap il y a déjà des scripts pour ces vulnérabilités. Vas-y tu peux le run sur ta cible sur tel port et tu verras si ça donne quelque chose. En l'occurrence ça ne donne rien. Voilà. En l'occurrence, ça ne donne rien. On peut essayer les 3, hein, vite fait. Tac. Sudo, clac, clac. Donc là, on a le deuxième. Et donc après, qu'est-ce qu'il nous dit après les SMB, il nous propose... Ah ouais, alors c'est que là, il nous fait les 3 scans sur les SMB en port 139. Et il nous fait les 3 scans sur le SMB en port 445. Donc là, ça donne rien, logique. Et là, on va essayer juste le port 445. En fait, c'est juste pour vous montrer le scan, mais moi je les ai déjà fait et ça donne absolument rien. La bécane, elle n'est pas vulnérable en fait à ces trucs-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, bon, bah moi j'ai détecté du HTTP sur ce port-là et ce port-là. Et donc, moi, ce que je te propose de run, c'est un certain nombre de choses. Donc, il nous dit, tu peux run Nikto. Donc, Nikto, c'est un scanner de vulnérabilité. Il nous dit, tu peux run Feroxbuster, DirSearch, Dirb, GoBuster. Tout cela, c'est des brute forceurs de directory. Tout ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour brute forcer du directory. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'il vous donne les différentes alternatives parce que parfois en fait avec un tool et avec ce dictionnaire vous allez trouver des résultats alors qu'avec l'autre dictionnaire vous allez trouver d'autres résultats et puis en fait si vous testez avec un autre tool mais avec le même dictionnaire, et ben en fait il y a des choses que vous n'aviez pas vues, que vous allez voir à ce niveau là, etc. Donc c'est plutôt intéressant en fait de nous proposer plusieurs alternatives parce que parfois si on est bloqué et que ça n'a pas fonctionné une première fois, bah, ça peut être intéressant de continuer à essayer d'énumérer quand même en changeant les dictionnaires, en changeant les différents paramètres et en allant chercher et creuser un petit peu plus loin. Donc là on a un pool de choses qu'on pourra tester éventuellement quand on arrivera à la partie web. Ce qu'il nous dit c'est que on pourrait run, donc là si on détecte du WordPress on peut tester useful if WordPress is found. Donc si vous trouvez du WordPress, bah en fait ça c'est très utile parce que c'est un scanner WordPress. Ce scanner là en fait il va détecter les différents templates, etc. Je sais pas si vous vous souvenez mais on avait déjà utilisé avant. Pourquoi les brute forceurs différents? Ils sont tous plus ou moins les mêmes choses? Non. Oui et non. Alors WPS je le mets à part, hein, c'est pas un brute forceur de directory, ça c'est autre chose, c'est un scanner pour WordPress. Mais en fait GoBuster, Dirb, DirSearch et Feroxbuster, tu as raison, ils font la même chose, mais ils le font pas de la même manière.
ils le font pas de la même manière, c'est-à-dire que et ils sont pas codés dans les mêmes langages d'ailleurs, mais ils le font pas de la même manière, c'est-à-dire que par exemple, comment te dire, par exemple dirb, alors je crois que c'est dirb, genre dirb par défaut, il va chercher donc un directory avec le mot de la word list et automatiquement il va le chercher avec le slash par exemple, alors que par défaut, Feroxbuster, il va pas le faire. Il faut lui rajouter l'option. Et d'ailleurs, l'option, elle y est pas là. Parce que l'option, c'est "-f". Je la connais par cœur, parce que... Enfin, voilà. Et voilà. Et donc, en fait, ils n'ont pas, exactement le même fonctionnement par défaut. Donc, en fait, c'est... Et puis, ils n'ont pas non plus aussi le même visuel. Et parfois, c'est un truc bête, hein, mais parfois, je sais pas, imaginons que tu fasses... 5 scans avec Deerbuster et tu trouves rien, et t'en fais un, je sais pas, avec Feroxbuster, et en fait, vu que c'est pas agencé de la même manière, t'as des couleurs à tel endroit, et puis son fonctionnement à lui, par défaut, n'est pas tout à fait le même, c'est-à-dire qu'il va filtrer un certain nombre de requêtes et pas d'autres, et bien en fait, peut-être que tu vas trouver quelque chose de plus avec Feroxbuster que tu n'avais pas trouvé avec GoBuster. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Et en plus, en fait, à chacun des softs, il nous propose des listes différentes avec des paramètres différents. Donc c'est en ça en fait que c'est intéressant. Maintenant, est-ce que vraiment c'est intéressant d'aller checker tout ça? Très franchement, si vous lancez tous ces runs là, c'est que vous êtes vraiment dans la merde. C'est que là, vous êtes en train de vous casser les dents gentiment sur la bécane, quoi. Mais par exemple, je sais pas, typiquement, vous prenez les deux premiers, tac, vous lancez ces deux scans, vous trouvez des choses, il y a des choses intéressantes, d'autres moins, ok. Vous êtes un peu bloqué, bah vous dites, bah vas-y, je vais lancer ces deux autres scans, on sait jamais. Typiquement, c'est des... alors là, c'est les mêmes listes, je crois, ouais, c'est les mêmes listes, mais ils peuvent avoir des fonctionnements différents, etc. Donc ça peut être intéressant. Au niveau des threads aussi, tu vois, par exemple, typiquement, Feroxbuster, il y a des fois, moi je le lance en mode vénère, genre à 200 threads. Et puis après, utiliser un outil qui est un peu moins rapide, bah peut-être qu'il y a des choses qui va pas louper, tu vois. Un message d'erreur que ici t'avais et que ici t'auras pas. Enfin voilà, c'est vraiment, des fois ça se tient vraiment à une petite connerie, hein. Typiquement, moi, il y a une box qu'on avait fait ensemble. Genre, j'avais run du Feroxbuster à balle dessus. Et en fait, c'est juste l'option "-f" du fait du slash qui a fait que, boum, j'ai réussi à détecter un truc. Alors qu'en fait, sans ça, j'aurais pu run 10 scans et puis j'aurais pas trouvé. Et là, le fait d'avoir une multitude de paramètres, c'est ça qui est intéressant. Il nous dit éventuellement, en fait, tu peux utiliser aussi Hydra ou Medusa en fait pour brute forcer éventuellement une logging page. Donc ça, en règle générale, le brute forcing, ça ne nous intéresse pas trop, à moins d'avoir, enfin ça je vous l'ai déjà dit, hein, mais à moins d'avoir en fait une liste de username et de password qui est très ciblée. Et où juste t'as pas envie de te taper, j'en sais rien, 30 ou 50 essais sur les différentes combinaisons, et bah tu lances un petit Hydra ou Medusa et puis ça te facilite les choses. Mais lancer des énormes scans comme ça, c'est pas le but sur Xbox. Et donc ici, on a un autre port, un autre service HTTP et il nous propose à peu près la même chose. C'est même la même chose. Et les ports RPC qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc là on a déjà on a une petite vue d'ensemble, hein. Là avec tout ce qu'il nous propose ici, ça nous donne une petite idée de ce qu'on peut faire. Là on a une petite vue d'ensemble, c'est plutôt intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun des ports et puis on va les traiter. Donc sur le port, si on prend le port 22, on va regarder le scan ici. Et si on n'a rien de particulier, hein, ça c'est du classique OpenSSH, avec les différents algos qui sont utilisés par OpenSSH. Donc ici on a du classique au classique.
Rien d'intéressant. Ce qu'on va faire, c'est simplement, comme d'habitude, un petit SSH route at 10.129.1.39. Ok, et on va essayer en password. Ah ouais, non, bah attendez, on va essayer un autre truc. Comment ça s'appelle? C'est SSH Pass. Et hop là. Alors attendez. C'est SSH Pass. -P. C'est un petit truc histoire de. Alors, vous allez voir. Et je me connecte en route at. Ah ouais, non, c'est. Ensuite, on dit SSH route at 10.129.1. Ça, c'est un petit tips. En fait, du coup, j'utilise SSH Pass. Comme ça, en fait, je peux mettre mon password ici et non pas en invisible. Et comme ça va vous permettre de le voir, en fait, les passes qu'on essaye. Alors, access deny. Alors, attendez. J'ai dû faire une connerie. Non, c'est... Alors, j'ai dû me planter dans la syntaxe. Non, c'est ça pourtant. Ah ouais, mais c'est normal. C'est normal, c'est pas route. On est sur une box Windows. Administrator. Non, permission denied. Alors pourquoi? Ouais, bah si, c'est normal. C'est parce que j'ai mis le password en fait. Et si je fais juste ça, il va me demander le password, mais il va me dire permission denied. C'est ça. Hein. Je fais admin par exemple. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, et puis de toute façon, c'est pas route. Donc si on met administrator. Ok, il dit non, c'est pas bon. Donc là, c'est juste histoire d'essayer. On sait jamais s'il y avait un mot de passe genre administrator, on aurait pu se connecter. Ce qui est rarement le cas, mais sait-on jamais. Des fois, sur un petit truc comme ça, on rentre quoi. Ok, next. Le port 135, donc port 135 RPC. Donc là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'abord, on peut faire ce que lui nous a dit de faire. RPC client, mais je crois qu'on l'a déjà fait tout à l'heure et ça donne rien. Donc on peut essayer de se connecter comme ça. Sauf que ça donne absolument rien. Autre chose qu'on peut faire, c'est aller sur Actrix, dire bah moi j'aimerais bien pentest allez voilà un port 135, voilà MSRPC et as-tu des choses à me proposer? Ça vous connaissez en fait, on l'a déjà fait plusieurs fois. Normalement ça devrait vous parler. Donc par exemple là on a les RPC dump ou RPC dump et RPC map qu'on peut utiliser. Donc typiquement là il y a un truc qu'on peut faire. Juste que je retrouve la commande là-dessus. Il est où RPC dump? Voilà. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est sudo. Je vais faire appel à une paquette. À la suite, une paquette. On a dit RPC dump. Donc, vous voyez, là, il nous dit RPC dump ou RPC map. Moi, je vais utiliser RPC dump sur la cible 129-1.39. Sur le port 135 et ce qu'on va faire c'est que on peut enregistrer peut-être dans le résultat dans RPC dump 135.txt. Ouais, et d'ailleurs je vais peut-être pas le mettre là. Où est-ce qu'il faudra le mettre? Non. On est dans Result 10. On va le mettre dans
ton scan. Voilà. Scan slash. Voilà. Ok. Alors, c'est normal. C'est parce que il faut que je fasse sudo ici. Voilà. Ok, donc là, on a l'enregistrement de notre... donc là, on a notre RPC dump qui est là. Je sais pas si vous vous souvenez, en fait, quand on teste un RPC dump, en fait, une fois qu'on a fait le dump, il y a un certain nombre de name pipe qui nous intéressent. Et c'est ceux qui, en règle générale, peuvent nous permettre de faire de l'exécution de commandes à distance, etc. Et donc, en fait, ce qu'on peut faire, clac, alors, on va juste aller dans CD scan. On a normalement notre RPC dump qui est là, voilà, il est là, RPC dump 135. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire un grep là-dessus. Alors c'est un grep que je reprends dans mes notes hein, d'une box à l'autre. Donc là, je fais un grep de tous ces name pipe. En fait, c'est ceux-là. Vous voyez, clac, 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 c'est tout ceux-là. Tous ceux qui sont a priori intéressants. Donc, je fais un grep de tous ces patterns directement sur mon RPC dump. Et donc là, il m'a trouvé quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que on a celui-ci, et ça, je sais pas si c'est ok, mais on a ça qui est intéressant. Donc AT-SVC, et donc si on va voir ici, le AT-SVC, voilà, vous voyez, task, donc c'est pour prévoir des tasks, enfin des tâches. Et c'est utilisé pour exécuter de la commande en remote. Donc quelque chose qui est plutôt intéressant. Pour l'instant, on va pas s'en occuper, on se garde dans un coin de la tête. D'ailleurs, plus qu'un coin de la tête, on va prendre un petit screenshot de ça et on va se le mettre dans le Cherry Tree. On sait jamais si on trouve rien plus loin, peut-être qu'on sera content de retourner là-dessus un petit peu plus tard. Ok. Donc on continue. Donc on était sur notre port 135. Port 139 et 445. Ok. Donc là on part sur du SMB. Donc comment est-ce qu'on teste un port SMB? Alors là c'est encore pareil. Regardez. On va faire du très simple. 445, boum. Donc 139, 445, pentesting SMB. Bon bah vas-y, ça nous intéresse. Ok. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que... Alors, vous voyez, ça c'est le truc qu'il a essayé de run tout à l'heure. Ah, mais peut-être que je me demande si c'est pas... Parce que moi, il n'est pas installé. S'il est installé? Ah oui, s'il est installé. Ok. Donc il nous dit éventuellement tu peux run ça. Scan a network. Ah ouais, mais bon, nous ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Voilà, ça nous intéresse. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est soit du Enum for Linux. On peut essayer. Clac. D'ailleurs, bah non, on va pas essayer. Lui, il l'avait fait normalement pour nous. Donc on va aller regarder le sien. Alors, on avait dit qu'il y avait un Enum for Linux qui était là. Voilà, c'est celui-là, non? Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Rien. Il n'a pas réussi à se connecter. Ok, et il a essayé le Enum for Linux. Ok, mais il n'a pas réussi. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer à la main. Sudo enum for Linux. Et les paramètres... Bah attendez, les paramètres on les avait. J'avais fait un copier-coller. Voilà. Donc enum for Linux, -a-u-p. Alors nous les -u et p on les a pas. On va mettre des blancs pour voir. On va mettre des blancs pour voir si ça passe.
Et on va mettre notre adresse IP de cible. Donc 129-1.39. Là, je pense qu'il faut que j'enlève ça. Clac. On essaye. Ok. Est-ce qu'il va trouver quelque chose? Non. Alors lui c'est pareil, il a rien trouvé. Ok. Donc même quand on le fait à la mano, alors à la rigueur, ah, il y a des choses. Si il y a des choses. Ok. Donc il y a des choses. Donc là, session check, got domain, ok. Tac, tac, users. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Alors c'est un peu chelou, hein. C'est un peu chelou. Je pense qu'on va utiliser un autre, tool. Hein. On va utiliser un autre tool, mais ce qu'on peut voir, c'est que a priori, il a réussi à énumérer les shares qui sont sur le SMB. Et donc on voit qu'il y a admin, backups, C, IPC. On n'a pas les droits en face. Ça, c'est. Faudrait que je. Alors, ça, on doit pouvoir le faire avec crackmap exec ou SMB map. On va regarder. Alors, enum for Linux, donc bon, c'était un peu compliqué. RPC client, non. Ok, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Ah, voilà. Donc là, on a des trucs. Attendez, moi, j'ai perdu mon chat. Pourquoi des... Ouais, bon, on peut essayer, hein. On peut essayer. Non, non, mais c'est vrai que moi, j'ai mis des... Bah, parce qu'en fait, je me suis dit, en mettant... parce que là, en gros, c'est comme si... Quand tu vas tester comme ça, c'est comme si c'était du... En fait, ce que je me dis, c'est que c'est du nul. Alors que de l'autre côté, c'est un espace, ce qui fait que potentiellement, ça se connecterait plutôt en guest. Mais je peux raconter de la merde. Hein. C'est possible aussi. Hein. On va voir si ça nous donne quelque chose de supplémentaire. Sinon, de toute façon, ici, on va passer à la suite. On va passer à SMB Client, SMB Map et Crack Map Exec. Donc tu vois ici ça pas tu vois il en a pas voulu alors que tout à l'heure avec les espaces il voulait bien. Et en fait c'est que je pense que juste en fait là il considère que c'est un nul, donc c'est comme si tu n'avais pas de user, sauf que moi quand je mets un espace il considère juste que tu as mis tiens, server doesn't allow session using username rien et password rien, tu vois, alors que tout à l'heure en fait quand j'ai mis espace et espace il a dû considérer qu'on était des guests. Et je sais pas s'il nous le dit d'ailleurs sur l'ancien report. Tu vois, ça c'est vraiment le truc tout con aussi. Genre, mais après c'est une question de. En vrai, après ça c'est une question d'habitude quoi. Mais et puis bah, t'as les commandes quelque part et puis t'essayes quoi. Mais ouais, je sais qu'en général là quand tu mets un espace c'est mieux. Ok. Alors attends. Voilà. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va on va tester avec SMB Client. Hein, et logiquement si là ça passe avec SMB Client comme ça, donc là SMB Client on lui file l'adresse IP cible, donc lui SMB Client no pass parce que justement on veut pas mettre de user password, -L pour lister les shares et on lui demande de lister les shares donc à la racine du truc. Et donc lui il y arrive. Et il arrive à se connecter, tu vois. Il va se connecter sans logging mot de passe et il trouve bien effectivement ce qu'on avait réussi à lister avec Enum for Linux.
Ok. Donc, on a bien un accès au SMB. Maintenant, on n'a pas les droits en face. Donc, et ça, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, pour voir les droits en face, ce qui est intéressant, c'est que SMB Map, lui, SMB Map, lui, te les montre, les droits. Alors, attends, parce que par contre, locate smbmap.pi. Je vais aller la chercher là plutôt. Voilà. CP, clac. Parce qu'en fait, j'ai SMB Map qui est installé dans le Kali, mais sudo. Je sais pas, il y a une différence entre celui qui est installé de base et celui que je suis allé chercher sur le GitHub en fait. En fait, je préfère utiliser celui-ci. D'ailleurs, on va le move. On va le move .pi. MV et comme d'hab, il faut que je fasse un sudo. Voilà. Donc SMB map. On lui dit ma cible c'est 10.129.1.39. Est-ce que j'ai besoin de lui dire je vais lui dire U. Et comme tout à l'heure, hein, je mets un espace. Parce que tout à l'heure ça a bien fonctionné. Donc username password. Je vais le mettre en haut. Tac. Et donc lui, logiquement, ah ouais, bah voilà. Donc lui, par contre, pour le coup, il nous donne toutes les infos. Enfin, toutes les infos. Il nous donne des infos supplémentaires. C'est pour ça que j'aime bien SMB Map. Donc, quand on essaie de se connecter de la même manière que tout à l'heure, là, il nous dit bien qu'on est sur une guest session. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que j'essayais de chercher dans le Enum for Linux. Le pourquoi on arrive à se connecter là, c'est parce qu'on est en guest session. Le truc super important ici, c'est le no access en fait là. Donc admin, on n'a pas accès. Backups, on peut read et write. Donc ça c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on peut lire et écrire dessus. Et IPC, on peut lire. Donc pareil, très extrêmement intéressant. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lister ce qu'il y a dans. On va essayer de lister ce qu'il y a dans Backup. Le truc, on va le faire avec SMB Map. Allez. Donc, je reprends ma petite commande qui était là. Sauf que je vais lui dire, je suis pas au bon endroit. Là, CD, résulte. Là, je suis au bon endroit. Sauf que là, moi, je vais lui dire, va me chercher en récursif ce qu'il y a dans Backups. Tu me listes ce qu'il y a dans Backups. Donc là, il se reconnecte en guess. Et ensuite, il va lister ce qu'il y a dans Backups. Alors, il y a un paquet de trucs. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a pas mal de trucs. Du coup, là on a une note, vous voyez, TXT. On a des fichiers XML, là on a des fichiers VHD. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais vous montrer deux trucs. La première chose qu'on peut faire, c'est la note là, c'est un petit fichier et éventuellement on peut se la télécharger direct. Donc là je fais un "-a" et je dis note.txt. Donc là en fait il va aller me chercher la note.txt. Il l'a trouvé ou pas? Il me dit une erreur. Alors pourquoi il me dit une erreur? Ah, je sais pourquoi. Ça m'énerve de bosser dans ce dossier là. Attends, faut que je change les droits là. Ouais, c'est root. C'est ça qui me saoule depuis tout à l'heure. Donc ch own kali. Alors sudo alors shown kali.kali-r 10. Est-ce
Est-ce que ça marche comme ça? Ouais. Ouais, voilà, c'est des cali-cali. Ok. Yes, bah passe une bonne soirée aussi, Saint-Ange. Et puis, eh ben on se dit à mercredi prochain. Et si tu veux mater la box, éventuellement la faire chez toi. Donc tu peux la faire chez toi, elle est gratos. Et si tu veux mater la box, bah on va de toute façon remettre la rediff sur YouTube. Voilà. Passe une bonne soirée et puis bah du coup de toute façon on se voit mercredi. Alors. Donc ouais, là je t'ai emmerdé en fait depuis tout à l'heure avec les droits. En fait, vous savez souvent quand on utilise le script et tout, c'est parce que moi je travaille en utilisateur tout le temps. Et du coup en fait, les dossiers appartenaient à Root, ce qui fait que à chaque fois que je voulais créer un dossier, etc. ou un fichier, et ben ça m'emmerdait. Et du coup, quand j'ai essayé de faire ça, il me dit en gros, il me mettait une erreur parce qu'en fait, il n'arrivait pas à créer le fichier à l'endroit que je voulais. Et donc là, logiquement, si je relance le truc, il a bien trouvé match found et il le download et là, il me met plus de message d'erreur. Donc c'est vraiment le truc con. Mais voilà. Et là, il est là le fichier. On va juste le renommer en note.txt, son nom d'origine. Et je vais juste le bouger dans les loots. Et on va le lire. Ok. Donc. Alors pourquoi j'ai mon chat qui est parti là? Je sais pas. Ouais, ça marche encore. Non, mais c'est moi, c'est sur ma tablette, ça marche pas. Je sais pas ce que ça, je sais pas pourquoi ça, pourquoi elle merde ce soir encore. Décidément, la technique, elle m'en veut en ce moment. Ok, donc dans la note, on a 6 admins. S'il vous plaît, ne transférez pas des backups entiers, enfin des fichiers de backup entiers, parce que en gros, le VPN de la filiale est trop lent. Donc, ok. Est-ce que ça nous arrange? Enfin, est-ce que ça nous mène à quelque chose pas spécialement? Le truc, c'est que quand on regarde ici, ce qu'on voit, c'est que là, on vient de télécharger une petite note qui est pas lourde. Et en fait, si on regarde un petit peu les fichiers qu'il y a là, les fichiers qui vont nous intéresser après, ça peut être éventuellement les XML qui sont là, que sont pas lourds. Mais par contre, là, il y a deux fichiers qui vont nous intéresser, qui sont des VHD. Alors, VHD, vous devez peut-être connaître, vu que typiquement à 42, on fait de la virtualisation, etc. En fait, les VHD, ça va être des disques qui servent enfin, c'est des fichiers qui servent aux disques virtuels, en fait. Donc en fait, il est ultra lourd le truc. Je sais pas, c'est quoi, c'est 5 gigas ça? Je pense, hein. 5 ou 54 gigas. Non, 5 gigas, je dirais peut-être plus. Mais bon, en gros, là, on a un truc genre vraiment lourd. Ce qui fait que si on essaye de le télécharger là, on va en avoir pour la soirée. Donc en fait, on va pas bosser à partir de SMB map là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt, comme on l'avait fait déjà la dernière fois pour un FTP, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le SMB sur notre file system. Donc, pour faire ça, je vais juste d'abord lister si alors, je vais sudo ls dans mount. Ok, j'ai déjà des trucs dans mount. Je vais juste les RM. PHD. Ok, on les a plus dedans.
Bah, vous voyez, on a le reliquat de l'autre fois du FTP qu'on avait monté ensemble. Donc là, ce que je vais faire un sudo mkdir et je vais créer dans mont un fichier, un dossier SMB, ok, qui va nous permettre de monter notre SMB ici, à cet endroit-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc un sudo mount pour monter justement le SMB sur notre file system et -t, donc ça c'est pour lui dire le type en fait, le type de... En gros, c'est le type de données, le type de données genre NTFS, etc. qu'on veut monter. Donc là, c'est CIFS. Et je vais lui donner en fait tout simplement l'adresse du SMB. Avec nous, en fait, celui qu'on veut monter, c'est... de toute façon, on n'aura pas le droit de tout monter. Donc nous, c'est le backups qu'on veut monter. Et je lui dis simplement à quel endroit je veux le monter. Donc moi je veux le monter dans mont et SMB, justement celui que je viens de créer. Du coup, alors là il me demande le password for backup. Je peux mettre rien logiquement. Et donc là si je fais un ls/mount SMB, on a bien notre file system. Donc un sudo su, je vais mettre en route pour une fois. cd/mount smb. Donc là, vous voyez qu'en fait, ici, on a du coup maintenant, on a bien le contenu, en fait, on a le contenu de ce qu'il y avait dans notre SMB. Dans notre share, là, backups. Donc vous voyez, dans backups, il y avait un certain nombre de dossiers. Bah là en fait on retrouve ça, très exactement ça en fait. Ok, donc sauf que maintenant c'est dans notre file system. Donc du coup si je fais un petit find point, je trouvais tous les fichiers là, vous voyez, directement. Et donc là je vais pouvoir interagir, mais comme la dernière fois, je vais pouvoir interagir directement avec eux. Donc c'est beaucoup plus intéressant de cette manière là. Donc, comme je le disais, nous, il y en a deux qui nous intéressent quand même parce que... ouais, on monte... Bah, tu vas voir, on n'a pas fini d'ailleurs. On n'a pas fini, on va en faire un autre qui est un peu spécial après. Donc, en gros, nous, on a deux disques ici, dont un qui était genre vraiment très très gros. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre directement dans le dossier. Donc, c'est CD Windows, ok. Ok, Lampge et Backup. Ça, ouais, ils sont là. Donc là je me mets directement à l'endroit où ils sont, et ce qu'on aimerait bien c'est les examiner. Alors ce que je vais faire par contre, donc le truc c'est que celui-ci il est relativement léger, donc je vais pouvoir éventuellement l'examiner à la volée, et celui-ci il me paraît vraiment très lourd. Je sais pas combien de gigas ça fait, mais c'est lourd. Mais du coup, si je veux examiner à la volée, celui-ci je peux l'examiner à la volée aussi, hein, mais c'est juste que ça va être un peu plus long. Je peux le faire avec 7-zip. Donc si je fais un 7-zip et je pipe le nom du... Alors nous le nom de fichier c'est 9b... je vais le prendre comme ça plutôt. Tac tac. Alors... c'est pas comme ça. Alors... Non, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. C'est pas un pipe. C'est L pour liste. Donc, en gros, là, 7-zip, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de me... Donc, vous voyez, il est en train de me donner les différentes informations, en fait, qu'il a récupérées du fichier. Donc, c'est un type VHD, d'accord, méthode dynamique, HostOS Windows. Il nous donne la taille, il nous dit quand est-ce qu'il a été créé, voilà, il nous dit un certain nombre de choses, notamment le file system qui est en NTFS, et ensuite il va nous dire bah tiens regarde, voilà ce qu'il y a dedans, voilà ce qu'il y a dans ton
dans ton disque. Donc là, si on regarde, on a du boot, system volume information. On n'a rien de transcendant. Si on fait la même chose sur l'autre, celui qui est vachement plus gros, donc on fait un 7-zip L et le gros. Vous voyez là, ça prend nettement plus de temps, quoi. Et donc là, par contre, il nous trouve vraiment beaucoup de choses. Donc là, on a carrément un Windows qui est installé dessus, parce que là, on a du Windows System 32, Programme Data. Si on remonte, je remonte vraiment, genre bien plus haut. Vous voyez Windows. Donc là, on a vraiment tous les. En fait, ça, c'est tous les fichiers qui sont dans le Windows. Hein. Fichiers d'installation Windows, ils sont tous là. Windows System 32 toujours. Oui, c'est énorme en fait, tout ce qui nous liste. Hop. Est-ce qu'on a autre chose que du... Ouais, Windows Assembly, machin. Voilà. Là, on a du programme file. Vous voyez, programme file, etc. Donc là, on a un disque qui est bien plus intéressant, mais comment est-ce qu'on analyse toutes ces données-là? Justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Bah là, on va essayer de le monter lui aussi. C'est-à-dire que là, nous, on a monté le SMB dans notre file system. Bah maintenant, on va essayer de monter ce disque VHD dans notre file system. Ok. Donc, pour monter ce disque dans notre file system, bah, alors déjà, je vais peut-être me mettre. Non, je vais pas mettre à la racine. Je vais faire mkdir. Et donc, on va le monter dans /mount /vhd. Et ensuite, on le monte. Donc, sudo. Bah, j'ai pas besoin de sudo. Tellement l'habitude. Tellement l'habitude de bosser avec. Alors, on va le faire avec guest mount --add, donc pour ajouter un disque. Donc nous, c'est ce disque là. C'est donc le deuxième, hein, le plus gros qui fait 5 gigas. On lui dit -inspector. Donc en fait, -inspector, ça sert à... Ce qu'il va faire, c'est qu'avant de le monter, il va vérifier, il va inspecter en fait le disque avant pour connaître l'OS en fait sous lequel est censé fonctionner le disque. Voilà, il y a un certain nombre de choses. -hero. Alors ça, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de le faire, mais en fait ça c'est une sécurité quand vous travaillez par exemple sur des disques qui sont en production, pour ne pas affecter la donnée que vous êtes en train de monter en fait. -v pour verbose, et donc on lui donne l'emplacement sur lequel on veut le monter, donc monte VHD. Ok, et donc là il est en train de monter notre disque. Normalement, ça prend pas trop de temps. Un peu de temps quand même. Je me souvenais pas que ça mettait autant de temps, mais bon. Ouais, quand même, hein. Ou alors c'est peut-être au niveau de la connexion, peut-être que c'est un petit peu plus lent que d'habitude, je sais pas. C'est peut-être un petit peu plus lent que quand je le fais, genre sans streamer et tout ça. Au niveau de la bande passante, c'est peut-être un peu mieux, bon, je sais pas. Et donc comme ça, du coup, une fois qu'il va être dans notre file system, ça va nous permettre de l'examiner et bien plus facilement, en fait, comme si
en fait tout simplement comme si on avait le disque à notre disposition avec toute l'arborescence. Ok, donc là c'est bon, c'est fini. Et si je vais dans cd/mount VHD, ok, et donc là je le liste. Vous voyez, donc là c'est ultra facile parce que là j'ai vraiment mon arborescence comme si j'étais sous Windows là. Donc j'ai bien mon Windows, j'ai mon users, système, recovery, mon programme file, j'ai tout. En fait j'ai le disque d'origine. C'est un peu comme... Là en fait c'est un petit peu comme si on était en train de faire un peu du forensic. Du forensics, en fait, si vous aviez un disque où vous vouliez récupérer de la donnée dedans, vous pourriez éventuellement le faire comme ça. Donc là, il y a peut-être un truc qui est intéressant, c'est d'aller dans les users et de vérifier qui sont les users ici. Donc là en fait on s'aperçoit qu'on a deux homes, enfin vous savez users c'est un peu comme les homes sous Linux. Donc là on en a deux, on a le public et on a l'Amge. L'Amge, si je raconte pas de conneries, oui c'est ça, je l'ai sous les yeux, c'est le nom du créateur de la box. Donc ce qu'on va faire c'est cd l'Amge, ok, et donc est-ce qu'on a un user là ou pas? Non, on n'a pas de user. Ok, c'est ça que je voulais, venir voir. Mais a priori, on n'a pas le. Ok, on l'a pas. Donc là, on n'a pas de user. On peut aller essayer dans public. CD, desktop. Ok, on l'a pas. Non plus ici. Donc le user, il n'est pas encore là. Je sais plus où il est le user. Ok, donc on retourne en arrière. Non, comme ça. Tac. Voilà. Donc là, on est à la racine de notre Windows. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur un Windows quand on a entre guillemets full access? Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. On peut aller donc vérifier les users. C'est plus ou moins ce qu'on vient de faire. On n'a pas le flag. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est éventuellement regarder dans tout ce qui est programme file s'il n'y a pas des programmes qui auraient été installés par le passé avec des fichiers de config qui seraient encore là. Et dernière chose éventuellement qu'on pourrait faire, c'est aller regarder dans Windows justement s'il y a des fichiers de config qu'on peut récupérer pour récupérer par exemple du mot de passe, etc. Ok. Donc là, si on check un peu Program Files, ici on n'a rien de, alors on pourrait aller checker dans DVD Maker éventuellement, mais en fait, là on est sur quelque chose, on est sur une install de base en fait. Je pense que DVD Maker il est même dans la base. On va aller voir. Mais donc là en fait on n'a pas de, pour moi on n'a pas de logiciel supplémentaires qui ont été installés et donc typiquement on va pas avoir de mot de passe particulier sur un logiciel qui aurait été installé après l'installation de Windows. Tu penses qu'avec un mount de FTP on aurait pu faire pareil? SMB semble très précis au niveau de la lecture quasi. L'autre fois on l'a fait avec le mount FTP. C'était kiff hein. Ah, tu veux dire au niveau de l'installation du disque, etc. Je sais pas si on aurait pu. Si on avait genre par FTP trouvé un disque en VHD, tu veux dire? Si on aurait pu faire exactement la même chose. Ouais. Je sais pas. Très franchement, je sais pas. Maintenant, l'autre solution en FTP, même si on n'avait pas pu le monter directement comme on vient de le faire, l'autre solution, ça aurait été de télécharger le VHD en FTP, parce que
Le FTP est quand même fait pour ça, hein. C'est un protocole de transfert de fichiers, donc à la rigueur, ce que tu peux faire, c'est directement télécharger le VHD sur ta bécane pour ensuite le monter. Ça, on aurait pu faire comme ça, quoi. Mais le faire directement du FTP, très franchement, je sais pas. Peut-être, peut-être. Maintenant, après, ça dépend de la connexion et tout ça. C'est-à-dire que là, typiquement, je suis en fibre et je suis sur le VPN, en VIP+, etc. Est-ce que si tu essayes de le faire, là, ce qu'on vient de faire, si tu essayes de le faire en vie réelle, est-ce que c'est possible et combien de temps ça prend? Bah ça, tu vois, je suis pas sûr du truc, quoi. Là, ça prend pas trop de temps parce que ouais, parce que au niveau de l'install, enfin c'est plutôt fluide, mais enfin au niveau de la connexion, quoi. Mais si tu essayes de le faire sur un réseau d'entreprise à distance, etc. À mon avis, c'est galère. Ou en tout cas, enfin galère. Ou en tout cas, ça met beaucoup plus de temps, quoi. Donc là, dans le programme file, en fait, on est sur une installation classique, c'est-à-dire que on va pas pouvoir aller malheureusement cibler un truc qui aurait été installé avec un mot de passe et un logging, parce qu'en fait, il n'y a rien à regarder. Donc l'autre solution, en fait, c'est de regarder dans Windows. Et ce qu'on va faire, c'est que en fait, tous les paramètres de Windows, ils seront qui sont intéressants, ils seront dans le système 32. Donc on va aller voir dans le système 32. On va lister ça. Et oui, ils sont dans le système 32, mais ils sont... alors là, je viens d'essayer de lister système 32. C'est un enfer. On est en train de passer dans un trou noir, je crois. En fait, dans système 32, il y a un endroit qui nous intéresse tout particulièrement. Ouais, non, si, c'est bon. Parce que là, il essaie de lister tout ça, forcément. Il y a un endroit dans System 32 donc, qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le dossier config. Donc on va y aller. S'il veut bien. Là, tu vois, pour le coup, il est un peu lent. Ouais. Après, c'est parce qu'il y a beaucoup de fichiers, quoi. Ouais, c'est bon, il a accepté. Ok. Et donc là, si je lis config, ouais, ok. Donc là, c'est le système 32 qui nous a fait passer dans le trou noir, mais là, maintenant qu'on est dans config, ça va, c'est plus rapide. Là, en fait, dans config, il y a quelque chose qui nous intéresse vraiment fortement, en fait, c'est les fichiers SAM qui sont ici. En fait, le fichier SAM, dans le fichier SAM, en fait, il y a les hashes, en fait, il y a les loggings et les hashes des mots de passe utilisateurs. Voilà. Donc, dès que on a accès en fait à un fichier SAM sur une bécane Windows, c'est très intéressant d'aller regarder là. Et donc, en fait, il y a un tools qu'on peut utiliser. Donc, ça fait partie encore une fois de la suite Impacket. Alors, Impacket avec Windows, c'est vraiment excellent. Donc, c'est Impacket Secret Dump. Donc, nous, ce qu'on veut dumper, c'est les secrets qui sont contenus dans SAM. Donc justement, en fait, on lui dit secret dump. Non, on va lui dire d'un SAM. Le fichier SAM, il s'appelle SAM. Ok. Et ce qu'on lui dit, c'est que... Alors ça, en fait, on peut le faire à distance. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on lui dit, tu me le fais en local. Donc là, en fait, avec le fichier SAM et le fichier système, il a réussi, en fait, à nous dumper ce type de crête. Donc là, on a 3 utilisateurs, administrateur, guest et lampe. Et en face, on a les hashes qui sont en fait c'est du NTLM. Donc NT et LM là. Donc ça, on va se le noter. On va se le noter un peu plus bas là. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça?
Alors typiquement si on était sur une infra typiquement si on était sur une infra genre Active Directory, en fait le hash en NTLM comme ça là, on aurait pu directement le passer sur le réseau on aurait pu le passer directement sur le réseau pour pouvoir accéder à d'autres bécanes. Parce qu'en fait, dans l'Active Directory, bien souvent, avoir le hash, c'est comme si on avait le mot de passe en fait. Mais bon, là on n'est pas dans un environnement Active Directory. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de craquer les hashes qui sont ici. Donc, d'ailleurs, il y a un petit truc, il y a un truc qui est pas mal, c'est NTH. Alors, si je prends par exemple le hash qui est là, copie, tac, je dis NTH-T. Donc ça c'est un petit soft. Ça c'est un petit soft qui est vraiment pas mal, qui prend votre hash et qui essaie de détecter en fait ce que c'est. Là il nous dit un peu de la merde à part NTLM et LM. Voilà, là il nous dit NTLM, LM. Et en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est NTLM. Enfin ça c'est le petit bout, c'est LM. Donc là il a plutôt détecté, mais même s'il nous a détecté MD5, alors on va voir si je lui donne ça en entier là en mode NTLM, est-ce qu'il va détecter que c'en est? NTH-T. Non, pas plus. Je dirais moins même. Il a moins bien trouvé. Ok. Bon, là il a pas été, pour le coup il a pas été bon là. Mais il y a des fois il y a des haches on sait pas trop ce que c'est et tout, il le détecte plutôt bien. Et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'en plus il vous dit comment le craquer en gros. Parce que là il vous dit avec H4, non bah là par exemple MD4, avec H4 en fait c'est le code 900. Et si tu veux le craquer avec John the Reaper, il faut que tu mettes l'option de format RAW MD4. Ça c'est intéressant. Et donc là nous typiquement si on veut le craquer avec John the Reaper, on peut faire on peut lui dire que c'est du LM. Bah, si je fais ça par exemple, le truc c'est que là on va pas ce qu'on va faire c'est qu'on va pas faire tourner John the Reaper, mais on va aller sur Crack Station pour voir si eux ont déjà le hash. C'est un petit site, un Crack Station. On lui dit ok, je suis pas un robot et est-ce que tu peux me craquer le hash? Et oui, il m'a craqué mon hash et il m'a trouvé le résultat. Donc il me dit bien c'est du NTLM et il me dit le mot de passe c'est bureau Lampge. Ok. Ouais, ça se trouve il est français Lampge. Lampge. Je pense. Bon, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire son pseudo. Donc en gros là notre copain on a un login et un mot de passe. Ok. Est-ce qu'on peut essayer de faire la même chose sur l'administrateur? On va essayer sur l'admin. Je peux lui en donner plusieurs normalement. Tac. Ok, il nous dit c'est rien du tout. Alors ce qu'on va faire c'est voir si je peux pas lui donner en entier ça. Il est peut-être là le problème. Tac. Non. Ok, il veut pas. Je lui donne la première partie pour voir juste pour voir, mais en fait, ouais non, en fait il nous dit. En gros, il nous dit il n'y a pas de mot de passe, mais il n'y a pas de mot de passe, mais en vrai, il y en a un. Donc, ou alors il n'y avait pas de mot de passe sur le VHD. On va voir. Ok, donc là, en gros, ce que ça nous dit, c'est que genre administrateur, il n'y a pas de mot de passe, et Lampge, donc égal rien. Je mets rien ou
ou nul. Et Lange, c'est bureau Lange, le mot de passe. Ok. Donc ça, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Il y a plusieurs manières de l'utiliser. Déjà, ce qu'on peut faire, vu qu'on a vu que le SMB fonctionnait plutôt pas mal, on peut peut-être essayer maintenant de se connecter en SMB, mais avec les creds qu'on a réussi à obtenir. Donc, il était où? Il était là. Donc, nous, on s'en fout de notes, on s'en fout de backups, on veut lister les droits. Et donc, on veut lister les droits sur l'utilisateur Lange. Ok. Avec le mot de passe bureau Lange. Ok. On lance. Est-ce que, en fait, le but du jeu, c'est de voir... Alors, donc là, déjà, il y a quelque chose qui change. À la place d'avoir un statut guest, on a un statut authenticated. Donc, ça veut dire qu'on est bien authentifié. Par contre, d'un point de vue des droits, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que le backup, on est toujours en read-write, on n'a toujours pas accès à l'admin et AC, et l'IPC est toujours en read-only. Donc, en gros, on sait que nos credentials sont OK sur le serveur, puisqu'on est authenticated, mais en SMB, ça nous donne rien. Bon. Bah, nous, il y a un premier, un premier truc qu'on avait essayé tout à l'heure, c'était SSH pass. Donc SSH pass, -p. Donc le password, on a dit c'est bureau Lange. Son blaze, c'est Lange. Donc on dit SSH Lange at 10 129 1 39. Donc là on essaye de se connecter en SSH du coup. Et là on est bien connecté en SSH, ça a fonctionné. Donc si je tape Who am I, je suis Bastion Lange. Donc oh bah non, je rien. Et donc là, si je fais un dir cd desktop dir, ok, et là on a le user, vous voyez, donc là on a le flag user. Donc là on a réussi à se connecter avec les creds qu'on a trouvé dans un vieux disque de backup, parce qu'en fait entre ce vieux disque de backup et le serveur, et ben, l'utilisateur n'a pas changé son mot de passe, tout simplement. Ok. Alors du coup, il y a peut-être un truc qui peut être intéressant, c'est que on s'est dit bah ouais, mais administrateur, quand on a essayé de choper le mot de passe, ça nous disait que le mot de passe en fait il y en a pas. Donc bah peut-être que c'est pareil. Bah, on peut essayer. Administrator. Non, je suis con. On a dit mot de passe blanc. Et utilisateur administrator. Access denied. Permission denied. Un espace. Permission denied. Donc, pour le coup, au niveau du mot de passe administrateur, là par contre, sur le serveur, ils ont dû en mettre un. Ou ouais, ils ont dû le changer. Ok. Donc, bah, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un accès utilisateur. Bah, maintenant, on va essayer notre privesc d'utilisateur administrateur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que pour faire la privesc sous Windows, on peut utiliser un script qui s'appelle JAWS. Alors, on va aller le chercher. Site. Voilà, logique. Ok, donc là on a JAWS et il est là. Voilà. Donc là on a notre script en PS1, vous voyez. Tac, il est là. Row. Oui. Donc je vais le télécharger.
we get jaws enum.ps1. Ok. Et alors, comment est-ce qu'on va faire pour exécuter le jaws enum.ps1 sur notre serveur? En fait, quand vous avez accès à un serveur Windows, souvent vous avez accès à PowerShell. Donc on est bien en PowerShell. Si je fais un ls, ok, on est en PowerShell. Du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un serveur. Donc je fais un serveur HTTP. Hein. Je fais, en fait là, c'est comme si je fais sudo python tree. Je le répète hein, parce que python tree-m http.server. Parce que c'est vrai que moi j'utilise pas mal les alias et tout ça parce que c'est le genre de commande que je connais par cœur. Ça me fait chier de les taper. Mais pour vous, c'est peut-être aussi intéressant de les voir peut-être à chaque fois, histoire que ça rentre. Mais voilà. En gros, je fais ça et puis je lui dis, bah, par exemple, sur le port 80. Donc là, je suis en train de lancer mon serveur HTTP. Mon serveur HTTP sur le port 80. Donc là, en gros, je peux venir piocher les fichiers qui sont là de l'extérieur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que en PowerShell, ici, je vais dire, bah, vas-y, va me piocher mon fichier. Donc, ce qu'on fait, IEX, New Object, Net Web Client, Download String, et tu vas la downloader à 10.10.14.118 sur le port 80, et ça s'appelle jaws-enum.ps1. Et donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller le downloader et l'exécuter directement. Et donc là, il l'a downloadé, on a bien vu qu'il avait trigger ici. Et là, il est en train d'exécuter running. Alors, pourquoi il y a des messages d'erreur? En fait, tout simplement, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'en fait, JAWS, lui, il va tester plein de choses. Il va tester vraiment beaucoup de choses. Et typiquement, dans tout ce qu'il va tester, notre utilisateur, il y a des choses auxquelles il n'aura pas le droit de toucher. Et donc, en fait, les access denied, c'est en fait des access denied de commandes qui peuvent être utiles à JAWS. Donc là, il est en train de faire son énumération. Quand vous voyez ça, en fait, il ne faut pas le cut. Hein. Surtout, c'est tout à fait normal. C'est juste qu'il est en train d'essayer plein de commandes différentes. Et que dans l'eau, il y en a qui passent et d'autres qui passent pas. Mais nous, ce qui va nous intéresser après, c'est toutes les commandes qui sont passées. Donc, là, il est en train de s'exécuter. Et on va voir un petit peu, le résultat. Si c'est pas trop long, ce serait pas mal. Donc nous ici, on peut cut les serveurs. Donc genre là, tu vois, MV JAWS, on va le mettre dans les exploits. Voilà. Voilà, donc là, il nous sort pas mal d'erreurs, mais c'est tout à fait normal. À un moment donné, une fois qu'il aura fait tous ses runs, toutes ces commandes, c'est là qu'il va nous sortir le rapport détaillé en entier. C'est pas comme linpeas. D'ailleurs, on aurait pu utiliser winpeas. On aurait pu utiliser winpeas aussi. Hein, mais bon, là, je voulais utiliser JAWS. Voilà. Et, voilà. Donc là, on a le rapport en entier. Donc là, je remonte. Clac. Et vous voyez, une fois qu'il a terminé, clac, il nous dit OK, JAWS, donc just another Windows enum script. Et donc, la version de Windows, il n'y a pas trouvé. Architecture AMD 64. On est bien sur Bastion. Nous sommes l'utilisateur Lampe. Et quelle heure est-il? 22h28. En tout cas, 22h31 chez moi maintenant. Mais voilà. Quels sont les users sur le serveur? Donc, administrateur, default account, guest et Lampe. Ok, pas de souci. On voit de quel groupe ils font partie. Donc, a priori, il n'y a pas d'autres utilisateurs qui pourraient faire partie d'un groupe administrateur. C'est dommage, éventuellement, on aurait pu passer par là, mais c'est pas grave. Donc là, il va falloir qu'on trouve un moyen d'accéder, d'être administrateur. Ensuite, il va nous sortir la config IP. Ici, c'est pas très intéressant pour nous parce qu'on est sur un réseau local où il n'y a pas de pivot, etc. à faire. Donc, de toute façon, je sais, voilà. Ici, il n'y a rien d'intéressant. Au niveau des ports, ici, on retrouve, vous voyez les ports de tout à l'heure. Et d'ailleurs,
pardon, on voit nos connexions qui sont ici. Voilà. C'est bien nous, hein, 118, oui. Je raconte pas de bêtises. Ok, rien d'intéressant ici. Ici, c'est les règles de firewall. Alors là, autant vous dire, il y en a des pâtés et des pâtés. Moi, je m'intéresse pas à ça là pour l'instant. Tout ça, c'est tout ce qui est tâche schedule programmée. Service, install programme, donc là on n'a rien, et là on a la liste du programme file. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand on a checké en fait le VHD, quand on est allé dans le programme file, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait genre vraiment le mini du mini. On avait Defender, on avait genre DVD, on avait Windows Explorer, on avait voilà. Et en fait ici il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que là, alors là on a aussi du commun. On a du VMware, tout ça c'est du très classique, on a l'OpenSSH normal et tout ça. Et en fait si on regarde un petit peu tout, il y en a un qui n'est pas du classico-classique, c'est celui-ci. Ça c'est pas du classico-classique qui est installé sur Windows comme ça de base. Donc là on peut se dire tiens, il y a peut-être un truc intéressant à regarder. D'ailleurs je vais copier, coller. Et je vais juste le noter là pour tout à l'heure. Ok. Donc on continue. Donc il nous dit bah oui effectivement il y a un truc qui est note ici. Ok. Et il y a un user. Donc le note on l'a déjà lu. Le user éventuellement vous l'avez déjà lu parce que comme ça vous avez eu votre flag, votre premier flag en tout cas. Là on va pas le lire, hein, c'est pas le but mais on peut. Il nous dit qu'on a le full control sur le backup, mais ça on le savait déjà puisque c'est ça, c'est grâce à ça qu'on a trouvé des crêtes. Et puis ici du coup rien qui saute aux yeux pour le moment. Les last modified, mais il y a des choses auxquelles on n'a pas accès, etc. Donc ça de toute façon ça nous donne rien. Et là c'est fini. Ok. Donc le truc c'est ce qui est installé là, le M Remote NG. Et donc en fait ce que vous faites quand il y a un truc quand il y a un truc qui est genre c'est pas du classique, on sait pas ce que ça fout là et on sait pas ce que c'est, et bah il y a un truc qui est très simple, c'est ça. Voilà. Parce que Google c'est le meilleur outil du hacker en vrai. Franchement c'est vraiment de tous les outils la recherche Google c'est juste ce qu'il nous faut en fait. Et donc là on tombe How to exploit mRemoteNG without meta-exploit. Plus un article récent, ok, intéressant. Exploit remote ng, ok, nickel. Et ici on a même ASIB, on a même un truc sur GitHub pour decrypt, je sais pas quoi. Ok, bon, on va regarder comment ça se fait et how to exploit, et ce qu'il nous dit. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il nous faut, un Kali Linux. Super, merci, ça tombe bien. Un Windows et du coup un Remote NG qui est installé. Ok, très bien. How to exploit Remote NG, d'accord. Il nous dit bon bah en fait quand vous vous connectez et que vous mettez vos creds, et ben en fait ça va venir les stocker quelque part. Et ce qu'il nous dit c'est il nous dit bah tiens en plus vous pouvez utiliser ça pour décrypter ce que ça aura stocké. Donc on va regarder. C'est un GitHub. A priori c'est pas le même que tout à l'heure. Hasib. Non c'est pas le même. C'est un autre. Lui qu'est-ce qu'il nous dit? Use for decrypt and remote ng. Ok. Nous on connaît pas la version mais éventuellement on pourra aller la voir là. The custom password is in. Donc en fait il y a un custom password qui est dans AppData remote ng et le most recently modified folder. Ok, et c'est user.config. Bon, ok. Bah, et ben on va aller voir. Donc, nous on est sur notre petit serveur, tranquillou. Donc il nous a dit, donc pas desktop, dire. Ah ouais, alors là il faut faire un dir-force. Sauf que si je fais pas dire, ça va pas. Force. En gros, pour ce que j'ai fait là, ben, on le voit pas d'ailleurs, c'est dire-force, comme ça.
Comme ça, en fait, il nous fait un dir, mais il force la vision sur les fichiers cachés, en fait. Donc, comme ça, là, j'ai bien la vision sur AppData. Donc, c'est bien ce qu'il nous dit, là. Tu vas dans AppData. Ok, d'accord. Donc, cd AppData. Ok. ls. Ou, enfin, PowerShell, il prend ls. C'est un alias, en fait. Normalement, c'est dire, mais voilà. Les deux fonctionnent. ls, vous voyez, ls et dire. Du coup, on va aller dans cd roaming. Bon, en fait, là, ce qu'on pourrait faire, limite, c'est un... Ah bah non, on pourrait pas faire un file. Mais on va faire cd roaming, ls, et il est là. Il est là, notre pote. cdm, non, pas Microsoft, cdmr, ls. Et donc là, ce qu'il nous dit ici, c'est bah maintenant va checker le user.config, en gros le dernier user.config. Donc nous on a quoi? Nous on a un cons.xml. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker ce qu'il y a dedans. Donc type. Ok, et donc là, donc là, il y a tout de suite quelque chose qui... Donc on a deux blocs là. On a deux blocs de code. Si on prend genre ce bloc là, on voit le name, c'est Lampge PC. Ok. On voit le username, c'est Lampge. Et le password, on a un gros password qui est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par copier ça. On va se le copier là. Et en dessous, juste en dessous, je mets le hash. Ok, clac. Je mets le hash. Et autre chose, on voit que, donc là, du coup, on voit que sur ce bloc-là, on a réussi à trouver un hash. Et du coup, est-ce qu'on a quelque chose sur l'autre bloc? Et là, on nous dit, bah, le DC. Pour le DC, l'administrator. Donc le name, le username, c'est administrator. Le password, hash, il est là. Donc, on prend nos infos, administrator. On prend notre hash qui est là, copie, clac clac, ok. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, bah, on va tester son petit script à lui. Donc, je vais pécho le script, row. Ok, c'est super simple en fait, en plus comme script. Donc, on va faire un petit cd exploit wget. Ok, donc il nous dit le usage c'est quoi? C'est donc ça doit être Python 3 m remote machin. On va juste vérifier là. Ok, Python 3, le script -f. Alors soit le file, soit le string. Donc nous ce sera -s plus le string et c'est tout. Ok, bon, on va essayer ça. Donc -s et je vais mettre donc. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord tester sur Lampge, c'est-à-dire notre utilisateur actuel. On décrypte et ce qui est beau, c'est qu'on sait que le script fonctionne puisque il nous a sorti le même mot de passe que celui qu'on a utilisé pour se connecter. Donc on sait que le script qu'on est en train d'utiliser, il fonctionne. Donc maintenant, si on refait la même chose, mais avec le mot de passe administrator, qui est là, on trouve un mot de passe. Et alors là, l'intérêt d'avoir testé sur un mot de passe qu'on connaît déjà, c'est qu'on sait que ça fonctionne. Parce que si vous avez ça de but en blanc, en fait, typiquement, vous savez pas si le password a fonctionné. Est-ce que ça c'est un password? Est-ce que c'est un hash? En fait, vous savez pas. Sauf que là, nous, on sait que ça a fonctionné parce que on avait bureau Lampge. Donc voilà. Donc,
on a notre mot de passe administrateur qui est là. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh ben, on va se faire un petit SSH pass -p, donc -p le mot de passe. Je prends SSH à administrator at 10.129-1.39. Ok. Et on est où am I bastion administrator. Donc là on est dans user administrator. Si je fais un dir cd desktop dir et j'ai bien mon route.txt. Encore une fois, je le montre pas. Je vais faire un copy route.txt en apt42.txt dire et j'ai bien réussi à copier mon flag en apt42.txt. Donc là c'est bon, on est route et on a tous les droits sur le serveur. Exit. Donc là je sors de l'utilisateur et on est ok. Et voilà. Donc c'était relativement simple, sauf que on est dans un environnement Windows, donc il y a des choses qui peuvent, enfin je sais pas pour vous, ça dépend, mais moi ça fait bien longtemps que j'ai plus de Windows. Donc en fait à la maison j'ai des Mac et quand je bosse, enfin j'ai des Mac et j'ai du Linux et la plupart du temps quand je bosse c'est sur des VM. Sur des VM Linux et quand les seules fois où je vais sur une VM Windows, alors c'est même pas des installs en dur, c'est des VM Windows, c'est genre c'est pour faire du buffer overflow ou ce genre ou du reverse ou ce genre de truc. Donc en fait moi les architectures Windows c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais un petit peu de mal à checker. Et en fait là cette box elle est pas mal parce qu'en fait il y a vraiment il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de fioritures, ils nous ont juste mis les bons fichiers là où il fallait. Simplement faut se poser la question, est-ce qu'il y a des choses qui ne devraient pas être là, en fait, tout simplement. Et donc c'est pour ça que ça aide aussi à se dire ok bon bah, l'architecture Windows elle est comme ça de base et ce fichier là il a rien à faire là, ce fichier là il est intéressant. Dans mon install program file il y a tout ce qu'il faut de base, mais il y a une install qui normalement n'est pas de base. Donc à quoi ça sert, qu'est-ce que je peux en faire, est-ce que je peux l'exploiter, est-ce que je peux avoir des fichiers de config. Et donc là typiquement on a vu avec l'aide de Google et en se posant juste la question de est-ce qu'il y a des choses qui ne devraient pas être là, et ben en fait on arrive à faire des choses. Voilà. Et puis bah du coup le coup du VHD tout à l'heure, ça c'est de la technique, j'ai envie de dire c'est de la technique classique de forensics qui est plutôt intéressante à connaître. Et puis ça fait entre guillemets bosser le côté je monte des trucs sur le file system de mon Linux, etc. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc semaine prochaine, dernière, on va dire dernier épisode de la saison avant l'été. Et on fera, je regarde. Donc ouais, juste je le rappelle avant, Bastion, vous pouvez la faire, elle est gratos. Parce que c'est vrai que la plupart des box que je fais d'habitude, elles sont vu que ce sont des box retired, elles sont pas accessibles si vous n'avez pas le VIP. Sauf que là, on a Shocker qu'on a déjà fait ensemble, qui est une box Linux, qui est gratos. Donc elle est gratos là. On a Active, box qu'on a fait aussi ensemble, elle est gratos. Donc vous pouvez la faire. Bastion, c'est celle qu'on vient de faire là, elle est gratos, vous pouvez aller la faire. Et il y a Forest, Traversec et OpenAdmin. 3 autres box. Donc vous voyez en tout il y a 6 box
qui sont gratos et que vous pouvez aller faire en ce moment. C'est des box retired et c'est des box easy. Donc profitez-en. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 3 qu'on a déjà fait ensemble et 3 qu'on n'a pas fait ensemble. Donc ce qui peut être cool, si vous avez un peu de temps, c'est vous tapez les 3 box qu'on a fait ensemble, parce que comme ça, vous savez que, entre guillemets, il y a le petit support du cours, le petit support de la vidéo qu'on a fait ensemble. Et puis ensuite, vous tentez les 3 autres qu'on n'a pas encore fait ensemble. Attention, les 3 autres qu'on n'a pas fait encore ensemble, je crois que normalement elles sont un chouille plus dur. Ça reste de la easy, mais elles sont un chouille plus dur que celles qu'on a déjà fait ensemble. Mais voilà, c'est l'occasion. Là justement cet été, pendant que je stream pas, si vous avez envie de vous les faire, ça peut être cool. Et puis comme ça à la rentrée, on se les fait tranquillement, on débriefe ensemble. Et puis ça se trouve en plus vous aurez des questions à poser dessus et tout. Voilà. La semaine prochaine, on fait. Mais je sais pas si je vous l'ai dit, mais toutes les box qui sont en dessous de 4 de notation, hein, de 4 étoiles, je les fais pas avec vous. Je les fais moi de mon côté, mais je les fais pas avec vous. Parce qu'il y a des box qui sont vraiment pourris. Genre des box qui sont notées 2 ou non. Là il y en a une, elle est notée 1,3. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est Sunday. Mais moi je l'avais bien aimé, mais bon, bref. La semaine prochaine, on fait une box Linux qui s'appelle Swag Shop. Voilà. Donc Swag Shop, semaine prochaine. Même jour, même heure. Donc mercredi prochain, 21h, box Linux, Swag Shop. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci encore une fois à ceux qui sont sur le stream, sur le chat, qui posent des questions et qui participent. C'est très sympa à vous. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne semaine. Et puis à mercredi prochain. Voilà, bonne soirée. Au revoir. Hey!